Bien, on y va. Bonjour à tous. Merci beaucoup encore une fois d'être venus si nombreux pour cette sixième séance du cycle Faire le présent. Et aujourd'hui, c'est encore une fois un grand honneur de recevoir Felwine Sarr. Felwine Sarr, vous êtes économiste. Vous êtes aussi écrivain, vous avez publié plusieurs livres très importants et qui ont marqué, notamment celui qui est sorti en 2016 chez Philippe Ray, qui s'appelle Afrotopia. Et vous publiez là 2 livres coup sur coup chez Mémoire d'Encrier, qui est un très bon éditeur québécois. Le premier qui s'appelle Habiter le monde, qui est un essai de politique relationnelle, et on va parler de ce que vous entendez par la politique relationnelle. Et Ishindenshin, qui est un recueil composite d'une pièce de théâtre, de poèmes, et aussi d'un essai sur votre conception et votre présentation de vous comme poète. Alors, l'une des choses qui m'a fait avoir très très envie de vous interroger et qu'on ait ce dialogue, c'est parce que je pense que la pensée que vous incarnez est l'une des plus importantes aujourd'hui, l'une des plus fortes, et qui se situe à la croisée de tout un ensemble de champs de réflexion qui sont au centre de la théorie et de la politique contemporaine sur la question de l'Afrique, sur la question de la colonisation et ce qu'on appelle la décolonisation, sur la question de la migration, sur la question de la violence, sur la question de la justice, sur la question de qu'est-ce que c'est que de concevoir une économie alternative à l'économie capitaliste, etc. Et donc, il y a tous ces problèmes qui sont très, très importants que vous traversez dans votre œuvre. Alors, je vais commencer par une première question qui renvoie à l'essai Afrotopia, puisque c'est vrai que l'une chose qui m'a beaucoup frappé et intéressé, c'est que très souvent, le titre Afrotopia le dit, c'est un mot qui, normalement, on pourrait penser que c'est un livre sur le futur, sur qu'est-ce que c'est qu'avoir une forme d'utopie de ce que vous appelez les métaphores du futur africain. Qu'est-ce que c'est que penser le futur de l'Afrique? Mais en même temps, en vous lisant, je me suis rendu compte que peut-être ce sur quoi vous travaillez, c'est moins sur le futur que sur le présent. Et que vous soulignez quelque chose qui me semble très très important, à savoir que, et c'était même un piège que moi j'avais quand j'ai commencé à réfléchir aux questions que j'allais vous poser, quand on veut penser à l'Afrique, très souvent le piège c'est qu'on la pense toujours au futur. Et même quand c'est un discours mélioratif ou qui se veut gentil, je ne sais pas comment dire, on va dire le siècle de l'Afrique, les promesses de l'Afrique, l'Afrique comme utopie, l'Afrique comme promesse, etc. Et au fond, vous, ce que vous nous dites, c'est que ces discours d'éloge d'une Afrique à venir, c'est toujours une certaine manière de dénier à l'Afrique son présent. Le fait qu'elle est déjà là, le fait qu'elle et que, voilà, il y a une présence de l'Afrique qui n'est pas à vivre au futur et qui ne va pas se vivre comme toujours en carence de quelque chose. Et alors peut-être ce serait la première question que je voudrais vous poser, ce serait qu'est-ce que c'est que pour vous les conditions et les raisons pour lesquelles on perçoit toujours l'Afrique sur le mode de la déficience, et qu'est-ce que c'est le travail sur les catégories ou sur les modes d'intelligibilité du réel qu'il faut faire pour cesser d'avoir cette espèce de perception d'une Afrique comme quelque chose qui serait pas là, qui ne serait pas présent. Je te remercie. Donc j'aimerais d'abord dire que je suis très heureux d'être là et donc d'avoir cette discussion avec toi. Alors pour en revenir à l'Afrique rapidement, peut-être qu'il faut juste un peu revenir sur une histoire qui est longue et vieille. C'est que on est en face d'un continent qui depuis très longtemps a été pris dans ce que j'appelle les raies du regard de l'autre. C'est-à-dire que depuis la plus haute antiquité, l'Afrique est un lieu de projection, de vision, de fantasme, de catégories. C'est probablement l'un des continents qui a été le plus objet de discours, donc des discours pluriels et multiformes. Et si on voulait faire une sorte d'équivalence entre l'Afrique sujet d'un discours sur elle-même, l'Afrique ou les Afriques, donc peu importe, on a une prédominance absolue de l'Afrique objet de discours. Et ça, on peut le monter très loin. On peut en faire l'archéologie, on peut les lister. Mais en restant dans une époque qui est plus proche de la nôtre, ce que vous disiez, c'est que, quelle que soit la nature du discours que l'on porte sur l'Afrique, c'est un discours souvent un discours comparatif. On le compare à... Lorsqu'on compare ces dynamiques sociétales ou ces aventures sociétales, on les compare à une aventure sociétale qui se pose comme étant référente, comme étant la norme. Lorsqu'on indique ces régimes d'historicité, lorsqu'on veut pointer du doigt où est-ce qu'elle en est sur un curseur ou sur une trajectoire, on la compare à un référent. Et
lorsqu'on a un discours amélioratif, ce discours délocalise sa présence radieuse dans un futur. Je veux dire, et ça pose fondamentalement le problème de la comparaison des dynamiques sociétales. C'est-à-dire que l'idée de dire qu'en fait, fondamentalement, on a du mal à regarder le continent tel qu'il se dit, tel qu'il se donne à voir, tel qu'il établit les modalités de sa présence dans le temps et dans le monde. On a du mal à avoir une grammaire qui est différente de catégories issues d'une histoire culturelle, sociale et politique bien donnée. Et ça, c'est le grand problème. Donc, lorsqu'on va observer ces sociétés, on va se poser la question de savoir est-ce qu'elles sont assez entrées dans la modernité, avec tout ce que ce terme comporte comme historicité. Et du coup, on passe notre temps à le regarder en creux. On passe notre temps à regarder ce qu'il n'a pas que les autres ont et qu'il devrait avoir, et là où il n'est pas et là où il devrait être. Et rarement on se pose la question de savoir ce que nous observons en face de nous comme dynamique culturelle, sociétale, économique, politique, qu'est-ce que ça dit de lui-même, ou bien qu'est-ce que ça dit sur son langage propre. Parce que même cette manière de poser le problème, on vous renvoie le piège intellectuel ou l'écueil de la singularité, ou de l'essentialisme, ou du relativisme. C'est-à-dire que si vous essayez de dire attention, peut-être que les catégories à travers lesquelles on les regarde, oui, non, mais il y a quand même de l'universel, quand même le monde on est là, et ça pose tous ces pièges intellectuels-là. Donc du coup, ça devient un espace sémantique piégé. C'est-à-dire que l'espace dans lequel, lorsqu'on a envie d'avoir un regard neuf, un regard non piégé, ça requiert un effort considérable, puisque tellement l'espace de figuration du continent est un espace qui est extrêmement piégé depuis plusieurs siècles. Et comment produire un discours non idéologique, non démagogique, qui a pour seul souci une plus grande justesse, et qui a pour seul souci de restituer la complexité de ces dynamiques sociétales, de restituer dans leur complexité et dans leur richesse, il faut d'abord faire un travail de déblayage ou de réinterrogation des catégories à travers lesquelles on regarde le continent. Donc, le discours sur le futur ou sur ce qui est à venir, donc, démarre d'abord sur un discours sur le regard que l'on pose et quelle est la nature du regard que l'on pose. Et on a du mal à voir le continent comme un projet ou comme une dynamique et pas comme un problème. Voilà. Alors peut-être juste avant qu'on peut régler les questions des gens qui... Désolé. Peut-être Sandrine, on peut prendre les chaises là sur scène, en l'occurrence ce sera plus simple. Non ? Je suis désolé. Voilà. Très bien. Bonjour. Alors c'est vrai que ce que vous dites là, pour moi, c'est très très important, parce que ça pose la question d'un vocabulaire qui est beaucoup utilisé aujourd'hui pour penser l'Afrique, qui est la question de la décolonisation. Et au fond, quand vous dites cette espèce que penser l'Afrique, c'est toujours se retrouver pris dans un espèce comment on peut dire, de filet de discours où tout est piégé, quoi. Où dès qu'on dit quelque chose, c'est vous êtes essentialiste, ou vous êtes universaliste, ou vous niez l'Afrique, ou vous êtes occidental, etc. Il y a cette espèce de revendication, je me suis dit en vous lisant, il y avait une forme de revendication de laissez-nous tranquilles. Il y a un peu un côté arrêter de nous arrimer comme ça à des espèces d'attentes en permanence, d'attendre quelque chose de nous, d'attendre qu'on dise quelque chose, de prouver quelque chose, de témoigner de quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Et c'est pour ça que je me suis demandé dans quelle mesure est-ce qu'au fond, mais je pense que vous le diriez exactement comme ça, que la décolonisation, c'est avant tout une question de position subjective. C'est-à-dire, vous vous souvenez, dans Les Damnés de la Terre, quand Fanon il dit « la décolonisation, c'est transformer des objets inanimés de l'histoire en sujet de leur propre histoire ». C'est transformer des gens qui disent « je vais faire ma propre histoire, comme je le veux ».
de la manière que je le veux. Et donc, est-ce qu'on peut dire que plutôt que la question de revenir à quelque chose qui serait précolonial ou avant la colonisation, la décolonisation, c'est plutôt une question pour vous de position subjective, c'est-à-dire de reconquérir une forme de geste fadonien aujourd'hui dans l'espace du discours et de l'espace de la pensée, de reposer les possibilités d'être voilà, une forme de pensée africaine autonome. En fait, je préfère le terme de décolonialité qu'au terme de décolonisation, parce que la décolonisation a eu lieu, les États ont recouvré ce qu'on appelle leur souveraineté internationale et se sont réappropriés le droit de s'organiser, de décider de leur destin et de décider du cours de leur histoire. Alors que la décolonialité dit que les rapports de domination qui ont existé ne se sont pas totalement dissous au moment des indépendances, qui sont multiples, qui sont dans les rapports économiques, qui sont dans les rapports politiques, qui sont dans les rapports épistémologiques, qui sont dans les rapports culturels et qui sont beaucoup plus complexes à démêler. Et que c'est un travail sur la longue durée pour les démêler. C'est pas parce qu'on accède à une indépendance ou à une souveraineté, à un moment donné de l'histoire, que ce qui a mis un siècle ou un peu plus à se nouer en termes de rapports asymétriques se dénoue donc d'un coup. Et pour le dénouer, ben, c'est un travail sur la longue durée. Et c'est ce processus décolonial que l'on essaie de mettre en avant en disant que déjà, où est-ce qu'il se niche? Il se niche d'abord dans le savoir, dans l'ordre de l'épistémologie. Ceux qui maîtrisent la production d'un ordre de savoir et lorsque cet ordre de savoir devient hégémonique, qu'est-ce qu'ils maîtrisent? Ils maîtrisent une compréhension du monde et ils imposent une vision du monde, une lecture de la réalité. Et c'est là où et le nœud principal est là. La matrice de la colonialité, elle est dans l'épistémologie de la colonialité. La manière dont on nomme le monde, la manière dont on le voit, la manière dont on le catégorise, la manière dont on le comprend. Donc du coup, lorsqu'on impose au monde entier une compréhension du réel ou de la réalité, ben, on est au cœur de ce qui fait qu'on peut non seulement contrôler donc, la compréhension du monde, mais quand on contrôle la compréhension du monde, on contrôle aussi les subjectivités. Quand on contrôle les subjectivités, on contrôle les attitudes, les comportements. Je prends un exemple simple, l'exemple de l'État-nation. L'État-nation né en Europe après les guerres de religion, après le traité de Westphalie, où on décide d'une forme institutionnelle qui, sur un territoire, met une nation et crée un État. Nation vient de nation, nato, ethno, donc l'étymologie est la même. On est dans une Europe où les groupes humains sont relativement homogènes. Les groupes ethniques sont relativement homogènes. La chrétienté a homogénéisé un certain espace. Et c'est très facile de délimiter les États-nations avec des groupes qui sont... Il y a de la pluralité, mais elle n'est pas aussi dense et aussi complexe que ça. Lorsque les États accèdent à l'indépendance, en tout cas les États en Afrique, au sud du Sahara dans les années 60, ils sont censés se reposséder. Ça, c'est important. Ils sont censés se reposséder et ils sont censés réarticuler une rencontre féconde avec soi. Ils sont censés, à partir d'un moment, sortir d'un processus de domination et à partir d'un moment, dans le temps de l'histoire, dire nous décidons de qui nous sommes, nous décidons de notre destinée, nous décidons des chemins que nous prenons, mais toutes les catégories à travers lesquelles ils devaient se penser, toutes les formes d'organisation sociétale, toutes les formes d'organisation institutionnelle, on renvoie le colon chez lui, mais on garde la forme de l'État-nation. Et la forme de l'État-nation a été l'une des formes les plus importantes de contrôle des sociétés dans le monde. Parce que c'est une forme qui implique un certain nombre de choses, qui me contraint, et on garde cette forme. Donc la gardant, on s'insère dans un certain type de dynamique politique, de comment est-ce qu'on organise le vivre ensemble. Et on garde les institutions. Et puis on garde aussi un imaginaire de quel est le but de l'aventure sociétale. Donc fondamentalement, des éléments qui structurent la dynamique d'une société, des éléments qui structurent le vivre ensemble, des éléments qui structurent où est-ce qu'on veut aller, et qui sont des éléments fortement structurants, on les garde. Et donc, du coup, fondamentalement, rien ne change de ce point de vue-là. C'est-à-dire que ce qui devait être un espace de recréation, de réinvention, de réarticulation, et un espace de créativité, parce que les groupes humains sont créatifs, ils ont beaucoup plus d'occurrences que celles que l'on voit. Ce qui aurait dû être ce moment de repossession de soi, mais dans une nouvelle fécondité, et surtout de moments de choix sociétaux fondamentaux, n'a pas été ce moment fondamental-là. Donc du coup, la colonialité s'installe là d'abord, elle s'installe là, et les rapports qui sont multiformes, mais d'abord l'épistémologie est absolument importante, puisqu'elle est le nœud de tout, parce qu'elle guide
la compréhension qu'on a du réel et le regard qu'on porte sur le réel. Et là aussi, c'est absolument important. Le réel, il est ce qu'il est, il est multiforme. Et le réel est une occurrence de la réalité, le réel que nous avons devant nous. Le réel est la lecture que nous avons de la réalité. Et on peut avoir plusieurs réalités en potentialité. On peut avoir plusieurs mondes dans le monde qui est le nôtre et ne voir qu'un monde, puisque nous avons les catégories pour le voir et le penser. Et c'est ce travail-là qui me semble important de faire, pas dans le souci de dire tout est à rejeter, rien n'est à garder, il n'y a rien d'intéressant, mais celui de se rendre compte qu'en fait, fondamentalement, on est dans un régime où les sociétés, non, les sociétés ont leur longue histoire, des formations sociales qui ont leur longue histoire, leurs soubresauts, leurs acmés, leurs abîmes, leurs métamorphoses, leurs démembrements, leurs remembrements, avec des choses qui durent et qui persistent, d'autres éléments qui se métamorphosent. Les sociétés ont une sorte de dynamique propre qui existe, qui les meut, qui n'attend pas le regard du sociologue, de l'anthropologue ou du chercheur pour être porteur de sens et de signification, pour peu qu'on fasse l'effort de regarder ça sur la longue durée et d'essayer de le regarder au plus près de ce que l'on pourrait en lire. Et on prend toute cette multiplicité, toute cette profusion et on l'enferme dans des catégories qui sont débordées par le réel qui est en face de nous. Le réel qui est en face de nous déborde totalement les catégories qui tentent de saisir ce réel-là. Et tant qu'on est attaché aux catégories, on ne voit pas ce réel. Et c'est peut-être ça, le grand travail, c'est dans quelle mesure on est en mesure de voir ce réel, mais de le voir en étant plus ou moins libéré de prisme ou de tropisme. Et oui, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de précédent de catégories qui peuvent être issues de la colonisation ou pas d'ailleurs, qui précèdent la captation du réel qui déjà existe. Et l'un des motifs de ça, c'est l'Afrique. Au fond, parce que vous parlez de l'État-nation, donc je pose tout de suite la question là-dessus, mais c'est vrai que vous insistez beaucoup sur le motif africain. C'est-à-dire qu'on peut dire penser l'Afrique, et il y a toujours ces objections de dire mais il y a 10 nations différentes, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, etc. Bon. Et au fond, mais je pense que vous diriez par exemple que l'Afrique est plus réelle que les découpages en termes d'État-nation, et que déjà dans le rapport à la circularité, dans la manière dont les civilisations, différentes civilisations ou sociétés africaines évoluent, en fait le réel échappe de toutes parts au découpage par l'État-nation. Et donc est-ce que vous vous définiriez comme un intellectuel panafricaniste, c'est-à-dire au fond qui est pour l'abolition des frontières des États-nations de 1885 découpées, et pour penser notre agencement du continent? Alors la question est difficile parce qu'à partir des années 60, des micronations existent sur le continent. On a un continent qui a 54 nations et des processus de formation d'identité nationale existent et sont très avancés. Les Sénégalais se pensent comme Sénégalais, les Maliens comme Maliens, les Gambiens qui sont dans le ventre du Sénégal se pensent comme Gambiens. Et pourtant, la Gambie existe depuis 1965 et ce sont les mêmes peuples. Ce sont les mêmes peuples qui ont vécu dans le même espace historique et culturel sur la longue durée. Mais il a suffi d'à peine un demi-siècle pour figer une identité nouvelle avec des signifiants nouveaux auxquels les individus tiennent. Ça, c'est un fait. Lorsqu'on voyage dans le continent, on s'en rend compte, en dépit de l'idée panafricaine et du désir d'une grande frange de la jeunesse, donc de déborder ces frontières-là, il y a quand même une sorte d'attachement à une histoire nationale, à une identité nationale qui est aussi un produit, qui est le produit d'un récit. Les nations autour des indépendances ont articulé des récits nationaux à travers des identités narratives fictives qui ont fait appel aux arts, à la littérature, le drapeau, l'hymne national, à la construction mythique, à des récits qui installent certains types de communautés dans un espace d'appartenance. Donc ça, c'est un fait. On ne peut pas le nier. Mais si on remonte un peu plus loin dans l'histoire, juste avant le temps colonial, ou vers ce qu'on appellerait le Moyen-Âge africain, on se rend compte que ces peuples ont vécu dans des espaces de circulation plus larges. Et qu'on a eu ce qu'on appelait les grands empires, le Mali, le Ghana, etc. Et que des peuples sur plusieurs siècles ont vécu ensemble dans des espaces géographiques larges, ont circulé, se sont recomposés. Il y a peut-être pas une unité culturelle, mais une capacité de vivre ensemble qui a été expérimentée dans les espaces grands. Il y a eu de la fluidité, il y a eu de l'entrelacement, et qu'un certain nombre de difficultés que nos frontières ont à délimiter
des nations sur des territoires viennent de cette ancienne histoire de circularité qui est le propre d'un certain nombre de groupes humains qui, justement, ne sont pas dans des territoires, mais sont dans des lieux, ne se fichent pas dans un endroit, mais circulent selon les contingences économiques, sociales, culturelles. Au Niger, il y a des villages qui sont là durant la saison des pluies. Quand la saison des pluies finit, tous les villages déménagent et vont au-delà de la frontière. Si vous devez faire une politique d'éducation et de santé, vous avez un vrai problème parce qu'ils sont là pour 6 mois et 6 mois après, ils ne sont plus là. Ils sont dans un territoire qui n'appartient pas à leur État-nation. Et ça, c'est une circularité, une mobilité qui est inscrite dans une histoire beaucoup plus longue que le découpage. Donc je pense qu'il est possible de retrouver des axes de circulation qui existent, qui se sont stabilisés dans le temps et qui forment des unités et qui pourraient être des grands ensembles, qui reconfigureraient nos frontières. Il y a un effort à faire, un effort de cartographie qui épouserait une dynamique réelle de circulation. Aujourd'hui, lorsqu'on va au Niger, lorsqu'on va à Zender et lorsqu'on regarde cette zone-là, il y a des espaces de circulation qui sont clairs, il y a des itinéraires que l'on peut redessiner. Il y a des cartographies qui ont été remodifiées par la migration, par un certain nombre de phénomènes sociopolitiques, mais qui s'inscrivent dans une histoire beaucoup plus longue et large que la contemporanéité. Il y a un effort à faire, mais on peut le faire. Je veux dire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, c'était il n'y a pas très longtemps un grand ensemble où les peuples habitaient ensemble et ont circulé. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas retrouver cet ensemble-là. D'ailleurs, à l'indépendance du Sénégal, on était dans une fédération, la fédération du Mali, qui n'a pas fonctionné. Au bout de 2 ans, elle a éclaté. Mais si elle avait fonctionné, aujourd'hui, je ne serais pas sénégalais, je serais malien. Et il n'y a aucun problème de ce point de vue-là, puisque, après tout, on a vécu dans l'Empire du Mali. Avant l'Empire du Mali, on a vécu dans l'Empire du Ghana ensemble. Et ça me semble être des dynamiques beaucoup plus justes d'un point de vue spatial, d'un point de vue spatio-temporel et historique, que les États étriqués dans lesquels nous sommes. Alors, je ne sais pas comment on fait. Alors, il ne s'agit pas de refaire l'histoire à rebours. On ne peut pas faire l'histoire à rebours, parce qu'effectivement, les nouvelles dynamiques qui viennent s'installer et qui viennent s'ancrer sont bien réelles. Je veux dire, les États-nations existent, quoi. Ils existent, et on voit bien le mal que l'on a à faire avancer les projets d'intégration sous-régionaux, régionaux, etc., etc. Mais on peut quand même avoir une politique de circulation, de mobilité transfrontalière qui fait que si j'ai envie d'aller m'établir en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Soudan, que je n'ai aucun problème de le faire, que si j'ai envie de voyager, que je puisse le faire, que si j'ai envie d'y vivre, que je n'ai pas de grandes difficultés, que je puisse retrouver une mobilité dans l'espace et qu'il y ait une abolition de la frontière administrative dans le sens où l'espace de circulation retrouve une grande fluidité. Parce que qu'est-ce qui se passe? On est dans un continent où, quand même, on ne veut pas trop de nous dehors. Je veux dire, les Africains font partie des gens qui circulent le moins, qui sont les plus arrêtés dans les zones de triage et de filtrage que sont devenues les frontières. Et si vous prenez 54 États, que vous prenez en moyenne 4 frontières par État, des fois 5, vous vous retrouvez avec 200 et quelques frontières. Donc on se retrouve dans une situation où la plus grande partie de notre jeunesse, elle est enfermée du dehors et du dedans. Donc à la rigueur, une chose avec laquelle on pourrait démarrer, c'est retrouver une fluidité interne. Parce que le continent est vaste, le continent peut accueillir, je dirais, le continent est très vaste. Et ça ne me semble pas être quelque chose d'insurmontable. Je sais que l'Union africaine est dans un projet de passeport africain. Ils l'ont délivré au chef d'État. Il y a une réflexion qui a été entamée sur comment abolir les visas entre les nations africaines. Mais ça ne me semble pas être relevé du domaine du non réalisable. Et je pense que ça déjà, on pourrait le réaliser. Alors, je vais revenir à la question de vous dites très souvent ce mot de être juste. Et je pense que c'est très important l'idée de ce que vous dites, l'idée qu'au fond, ce qu'il s'agit de retrouver, c'est une manière juste de parler du monde, de parler de l'Afrique, de la manière dont les choses, les vies et les hommes vivent. Et l'une des choses qui, pour vous, est en décalage entre les pratiques réelles de la vie et les catégories avec lesquelles elle est abordée, c'est la question de l'économie. Vous êtes économiste de formation, vous enseignez l'économie, et Afrotopia, c'est quand même beaucoup un livre sur les catégories avec lesquelles on aborde l'économie, notamment les catégories de développement, les catégories de croissance, le PIB, le taux de pauvreté, etc. Tout un ensemble de mécanismes, soit que les ONG ou les organismes de développement internationaux imposent en Afrique, soit que les pays africains reprennent eux-mêmes pour mettre en place un certain nombre de problèmes. Et en fait, vous, dans Afrotopia, vous essayez de dire que ce genre de catégories issues de la
je sais pas comment on peut le dire, de la représentation capitaliste du monde, de l'homo economicus, etc., est en décalage et injuste par rapport à la manière dont les pratiques de l'économie sont réellement vécues et pratiquées en Afrique. Et donc, j'aimerais peut-être justement, qu'est-ce que ce serait pour vous une manière beaucoup plus, comment dire, juste de parler de la question de l'économie et de... Ben, on peut pas dire, on peut redire le mot développement une fois qu'on l'a viré de sa... Non, je sais pas si on peut le redire, mais voilà, comment est-ce que vous pensez, alors c'est un travail difficile, mais la réélaboration d'une conceptualisation de l'économie qui serait juste par rapport à la réalité des pratiques africaines? Peut-être qu'il y a deux choses à dire, peut-être au tout début, c'est que en sortant du continent africain, si on prend l'économie comme un ordre du savoir-faire, qui met en lien les ressources et les emplois des ressources. Depuis le 15e, 16e siècle, le progrès social a été capturé par la catégorie métaphorique de l'économie. C'est l'économie qui indique le progrès. On aurait pu estimer que le progrès peut être mesuré par le degré de solidarité, de bien-être, d'ouverture. On aurait pu mettre plein de catégories. Les catégories de l'économie ont capturé et sont devenues hégémoniques dans l'imaginaire du progrès des sociétés. Ça, c'est récent, en fait. C'est autour de 5 siècles. Okay, à telle enseigne qu'on ne lit plus la dynamique des sociétés que majoritairement à travers la sémantique, la grille de lecture et les catégories de l'économie, et je rajoute de l'économie dominante. Parce que l'économie est plus riche et complexe que l'économie néoclassique libérale. Et lorsqu'on pense économie, on pense économie néoclassique libérale. Et on nommait tous les débats à l'intérieur de l'économie, on nommait l'hétérodoxie, on nommait tous les débats qui veulent, toutes les voix qui veulent réenchasser l'économie dans un espace social plus vaste. Mais ça, c'est une caractéristique globale. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'hégémonie de l'ordre économique dans la production de signification et de sens quand il s'agit d'un ordre social. On peut penser qu'un progrès d'une société, c'est un espace politique apaisé. On va mettre des critères pour mesurer le caractère apaisé de l'espace politique. On aurait pu mettre des critères pour mesurer énormément de choses. La relation, la qualité des relations humaines. On aurait pu mesurer énormément d'autres critères et indiquer que ces critères-là mesurent une idée que nous avons du progrès. Mais l'idée que nous avons du progrès, c'est le taux de croissance du PIB, etc. Et toutes les déclinaisons autour. Donc, combien de richesses nous avons accumulées d'une année à une autre, etc. etc. Donc ça, c'est un phénomène global. Ce n'est pas un phénomène justement qui est lié à l'Afrique. Et que d'ailleurs, même, on peut contester dans l'espace des sociétés occidentales, qui d'abord, dans les années 70, a commencé à être contesté par les tenants de la thèse de la décroissance, dès que les questions environnementales sont devenues beaucoup plus alarmantes et urgentes. Il y a eu toute une réflexion pour dire, attention, est-ce que nos catégories sont les bonnes? Est-ce qu'il ne faut pas prendre la question de l'empreinte écologique, la nature, etc., etc. Et toute la réflexion sur les altères, on vient de là. Ça, c'est une chose. Donc, un ordre économique qui est hégémonique. Ce que j'aimerais dire, c'est que, là aussi, j'insiste pour dire que lorsque je mets cette réflexion sur les économies ou sur le développement, je ne dis pas que le continent n'a pas de défis économiques à relever. Il a des défis économiques à relever, et l'un des défis, c'est de pourvoir aux besoins fondamentaux des individus et d'avoir une économie à la hauteur de la dignité humaine. C'est-à-dire que de mettre à la disposition de toutes et de tous les ressources pour une vie digne. Et ça, c'est un défi que nous devons relever. Il ne s'agit pas de le nier à travers des concepts théoriques. Ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça du tout la question. Mais une fois que l'on a dit cela, non seulement on a un ordre hégémonique qui est un ordre qui produit du sens et de la signification, et qui se prétend être le seul à mesurer la dynamique ou ce qu'on appelle le progrès d'une société, mais quand on observe les formes d'économicité qui existent dans le continent, l'économie n'est pas ce n'est pas une sorte de... C'est un construit social. Les anthropologues ont montré que toutes les sociétés ont des contraintes géographiques, ont des contraintes de ressources, et à l'intérieur de leur espace de contraintes, elles trouvent des formes pour produire des biens, pour les faire circuler, pour les redistribuer, etc., etc. Il y a tout un travail absolument important de l'anthropologie économique pour montrer qu'il y a des émergences, il y a des formes d'économicité qui sont totalement différentes et qu'il y a une grande ingéniosité. Et les sociétés du don, qui ont existé, l'anthropologie française, Marcel Mauss, toute cette école-là, jusqu'à Pierre Bourdieu, ont étudié les sociétés du don en Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ont montré qu'il y avait des sociétés qui savaient accumuler, mais qui n'ont pas décidé d'accumuler. Ce n'est pas du fait qu'elles étaient incapables d'accumuler, c'est que l'acte économique avait une signification qui allait au-delà de la question de l'accumulation. Et que la gestion sociale du temps de travail, du loisir, de la quantité de biens qui circulent,
étaient assujettis à une vision du monde qui installait l'ordre économique comme un ordre qui devait répondre aux choix qui avaient été opérés dans un espace symbolique. Donc ça ne veut pas dire que c'est des sociétés arriérées qui n'ont rien compris, non, c'est le choix qu'elles ont fait. Et que les formes d'économicité sont multiples et plurielles. Alors lorsque vous avez un continent dont on dit, et c'est la réalité, que l'essentiel du produit intérieur brut est dans l'économie informelle, et que 65% de ce que le continent est produit dans une catégorie que l'on appelle informelle. D'ailleurs, c'est intéressant pour le simple fait de l'appeler informel, parce qu'on déjà on ne la nomme pas, on a un déficit de dénomination. Au lieu de trouver une appellation juste de ce que c'est, on la réfère en négatif par rapport à un ordre qui lui est formel et qui devrait être l'ordre dans lequel ces économies devraient s'installer. Donc du coup, on passe notre temps à vouloir formaliser une économie informelle, à la faire entrer dans une catégorie qui ne relève pas de sa production endogène. Donc ça, c'est l'un des problèmes. Et du coup, cette économie informelle-là, elle est grosso modo inquantifiable. Je veux dire, toutes les statistiques sur le continent, elles sont fausses, sont absolument fausses, parce qu'effectivement, si vous avez plus de la moitié qui est dans un espace non quantifié, ce que vous quantifiez ne quantifie qu'en dessous de la moitié. Donc si vous dites que le PIB, vous l'avez sous-estimé de la moitié. Tout ce que vous dites, ce sont des catégories fausses. Mais le problème de ces catégories, c'est que ce ne sont pas seulement des catégories qui indiquent des quantités, des mesures, pour qu'on évalue une dynamique et un progrès. Non, ce sont des catégories signifiantes qui installent les nations dans des échelles normées. C'est-à-dire que si vous avez un PIB moins élevé qu'une autre nation, ça veut dire que vous êtes en retard. Ça veut dire que vous ne faites pas bien votre job. Ça veut dire que vous êtes un peu nul, quoi. Vous êtes un peu naze, tu vois. Ça va pas. C'est ça la vérité. C'est-à-dire qu'il y a les premiers de la classe et les derniers. Tu vois, c'est ça. Donc c'est des catégories signifiantes. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y a eu un débat au Sénégal où le Sénégal avait été classé parmi les 25 pays les plus pauvres du monde. Il y a eu toute une réaction. Notre gouvernement n'était pas d'accord, il n'était pas content. Alors lorsqu'on regardait le PIB du Sénégal d'une année à une autre, il avait progressé. On était en taux de croissance de 6%. Mais d'autres avaient cru mieux que nous. Et la base de calcul et c'est la parité du pouvoir d'achat et c'est le dollar. Donc lorsque le dénominateur baisse, le ratio baisse. Donc du coup, nous, on avait en termes réels progressé, mais notre classement dans les nations avait baissé. Et on était beaucoup plus intéressés par notre classement que par le progrès réel que nous avions fait. Et ces catégories-là, elles servent aussi à ça, faire de grands classements. Certains prennent la tête du classement, d'autres sont derrière, et ceux qui sont derrière sont sous quelque chose. Je veux dire, une dénomination handicapante. Elles sont sous le standard, elles ne sont pas assez, elles sont impotentes, handicapées, claudicantes. C'est ce que ça réfère comme signification. Et c'est pour ça qu'il y a toute une lutte pour être dans les catégories des pays à revenus intermédiaires, pour être dans les catégories qui vous valorisent. Une lutte pour gagner des places dans le doing business, pour dire qu'on fait bien. Parce que fondamentalement, ces critères-là ont débordé leur fonction d'indiquer, de mesurer et de dire où est-ce qu'on est dans une dynamique. C'est des critères pour dire qui fait bien, qui fait mal, qui est bon, qui n'est pas bon, qui est en avance et qui est derrière. Alors, donc du coup, l'enjeu, si je vais au-delà de l'enjeu idéologique et de l'enjeu sémantique, ce qui m'intéresse moi fondamentalement, ce n'est même pas ça. C'est de dire, on a les économies, mais que nous devons observer telles qu'elles sont, que nous devons apprendre à étudier, à comprendre leur dynamique, à voir dans leur dynamique qu'est-ce qui est porteur, qu'est-ce qui ne l'est pas, sur quoi est-ce qu'on peut travailler pour rendre cette dynamique explosive. Et probablement, tant qu'on ne sortira pas de la schizophrénie qui consiste à ne pas voir ce qui est et à ne pas travailler sur ce qui est et à passer notre temps à vouloir faire en sorte de rentrer dans une forme de vêture, de rentrer dans un format prédéfini dont on nous a dit que c'était le meilleur format. Parce que ce n'est pas vrai, toutes les choses ne sont pas égales par ailleurs. La manière dont l'Angleterre s'est industrialisée à la fin du XVIIIe siècle et le contexte historique et le contexte des nations n'est pas le même. Ce temps de l'histoire ne se reproduira pas. Les variables économiques qui ont été déterminantes pour que certaines nations règlent un certain nombre de problèmes ou fassent certains types de progrès ne sont plus les mêmes dans ce temps-là. Tout bouge. Nous sommes dans le temps de la société, dans le temps de l'histoire et dans le temps de la mobilité. Aucune catégorie n'est figée. Ce qui a été valable comme moralité qui a réussi dans un espace donné n'est pas dit que c'est ce qui va réussir dans cet espace-là. Ce qui est constant, c'est que dès que les groupes humains sont constitués, ils ont des défis à relever et puis ils essaient de relever leurs défis, de faire face à leurs défis et de les relever. Les modalités de réponse que les groupes amènent sont multiples, plurielles et riches. C'est pas parce qu'une modalité de réponse dans un contexte historique donné a fonctionné que c'est la seule modalité de réponse à des besoins qui doit être dupliquée partout, en tout temps et en tout lieu. Et c'est ça la grande,
je dirais, arnaque intellectuelle qui produit un certain type d'experts qui arrivent, qui ont une sagacité universelle, qui savent ce qu'il faut faire pour les autres, qui ont des recettes toutes faites, des recettes qui viennent avec leurs problèmes, et qui sont dans une sorte d'histoire totalement décalée où on essaie de faire rentrer un corps social dans une dynamique qui n'est pas la sienne. Et ce qu'on considère comme des échecs, moi je les considère comme des résistances culturelles. Les cultures, les groupes, les dynamiques historiques résistent. Ils résistent à une forme de dépossession de leur propre dynamique. Vous prenez une rivière ou un fleuve qui est dans son lit, vous voulez le sortir de son lit et le mettre dans un lac, ça ne marchera pas aussi simplement que ça. Et ça aussi c'est un problème. Et lorsque je dis ça, et je finirai là-dessus, j'insiste sur l'idée de dire que la question, ce n'est pas de ne pas relever les défis économiques. Moi, en tant qu'économiste, mon travail de tous les jours, c'est de regarder les économies ouest-africaines et de me poser la question de savoir, parce que mon travail, c'est la politique économique. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre tel problème, telle question, pour mieux allouer ses ressources, pour réduire telle difficulté. Voilà, et c'est ça mon travail, c'est ça mon daily job. C'est-à-dire d'être confronté à des problèmes qui sont concrets et d'essayer de voir comment on alloue mieux les ressources pour les résoudre. Donc ça veut dire qu'il faut bien les résoudre. Mais après, vous vous rendez compte que le réel auquel vous faites face est beaucoup plus complexe que la théorie dont vous disposez pour y faire face et pour agir sur ce réel-là. D'où la nécessité de repenser le théorique à partir du réel. De fait, c'est très important, et vous le dites de façon très importante dans le livre, c'est qu'au fond, il y a une espèce de tendance spontanée de croire qu'une certaine nombre de formes occidentales, qui seraient l'État-nation, démocratie représentative, croissance, etc., sont des formes sédimentées qu'il s'agirait en quelque sorte d'importer et de faire l'Afrique se conformer à ce genre de modèle, alors que précisément, là où ça échoue, entre guillemets, c'est parce qu'il y a des résistances culturelles à ce genre d'importation, et donc on peut faire d'une réflexion sur les dynamiques propres aux sociétés africaines une manière de réouvrir les imaginaires. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une organisation démocratique, qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est que le bien-être, qu'est-ce que c'est que la vie en société, et au fond de refaire un travail, pas seulement d'imagination d'ailleurs, mais de restructuration du langage avec lequel on aborde la question des sociétés. Alors, il y a une question sur laquelle je voudrais vous poser, c'est une question difficile à formuler, mais c'est une question importante, c'est que vous avez parlé de la question de la colonialité, c'est-à-dire la manière dont des formes viennent en fait, aliéner le rapport qu'on peut dire à un certain nombre de sociétés africaines à elles-mêmes. Et l'une des questions qui se pose, c'est qu'est-ce qui fait que ça perdure si longtemps après la décolonisation objective en termes de structure politique, et qu'est-ce qui fait que ça perdure aussi dans les têtes d'un certain nombre de sujets africains. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, quand on parle de la... J'avais reçu Léonora Miano ici comme deuxième invitée, et elle racontait dans un de ses livres, par exemple, elle était devenue connue au Cameroun quand elle avait commencé à être connue en France. Et que c'était la consécration en France qui avait permis au fait qu'elle revienne dans son pays et qu'elle soit dans les manuels scolaires camerounais. Vous racontez exactement le même type d'expérience dans Afrotopia, qu'il y a cette espèce de pensée, au fond, même chez les habitants des pays africains, que c'est ailleurs que la vérité est, en quelque sorte. Que c'est ailleurs que ça compte. Et moi, je pense que l'une des tâches, en fait, que vous essayez... Donc la question serait d'où vient cette espèce de persistance de cette espèce de sentiment que c'est pas là que ça compte. Et je sais, moi j'ai vu un entretien avec vous et Achille Mbembe récemment au moment des ateliers de la pensée de Dakar, que vous organisez donc tous les ans, et qui est un grand événement que vous organisez là-bas. Et on pose la question à vous sur qu'est-ce que vous voulez dire à la jeunesse qui vient vous écouter. Et je crois que vous répondez, vous, Achille, je ne sais plus, qu'ils arrêtent de penser qu'il faut aller en Europe. Et je crois que c'est Achille qui dit l'Europe pour nous c'est un banc de glace. C'est gelé l'Europe. C'est un musée aussi. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et ça me paraît vraiment. Enfin, c'est très important parce que c'est la question d'une redistribution symbolique du sentiment d'être là où il faut être, mais qui pose aussi une autre question. Et qui est une question que vous abordez aussi dans le livre et dans des entretiens sur la question de la migration. Donc évidemment, il s'agit d'être pour un accueil inconditionnel de tout le monde, mais vous dites aussi qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un certain nombre de gens pour risquer cette aventure qui conduit quand même très souvent à l'oppression, à la mort, à la violence, plutôt que d'avoir le sentiment d'être bien, je ne sais pas comment dire, bien n'est pas le bon mot, mais en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, d'où vient cette persistance d'une forme de non-présence à soi quand on est dans un pays africain, et quels sont les opérateurs de la perpétuation de cette espèce de sentiment, et comment est-ce qu'on peut le casser? Et ce qui pose une dernière question, c'est je suis désolé, mais
Désolé. Mais, comme vous le savez, il y a eu des traditions africaines de réflexion sur la rémigration, sur le fait de se réinstaller, de refaire vivre une vie en Afrique. Et je me suis demandé ce que vous pensez par rapport à ce genre de thématique. Je pense qu'il faut reconnaître depuis le XVe siècle, et c'est un fait historique, que l'Europe, symboliquement, économiquement, militairement, a dominé le monde. Donc l'impérialisme européen a fonctionné. Et l'Europe a produit une forme d'attraction symbolique dans tous les territoires extra-européens. Il y a un auteur indien du nom de Pankaj Mishra. Il a un excellent ouvrage qui s'appelle Le désir d'Occident. Et il le décrypte. Il montre comment les Indiens ont été subjugués par une certaine image de l'Occident, qui était pour eux le territoire du progrès scientifique, du raffinement, des lumières, des lettres. Et ce désir d'Occident-là est très puissant. Est très puissant. Avant le XVIe siècle, la Chine est un empire assez fermé, qui a sa propre dynamique interne, je veux dire, le continent a sa dynamique interne, et l'événement qui surgit, c'est, je dirais, l'Europe occidentale et l'Euramérique prennent le lead. On peut revenir sur les raisons, sur la dynamique, mais ce n'est pas ça la question, mais réussissent à rendre leur espace attractif, attrayant, et à susciter un vrai désir de leur espace, pour plusieurs raisons. Progrès scientifique, lumière, lettres. Il faut tout de suite dire après que ces lumières ont lieu aux ombres. Lorsqu'on créait la modernité occidentale, on esclavagisait, on colonisait. Lorsqu'on instituait les droits humains ici, on faisait l'inverse, on réduisait les autres en objets. Et lorsqu'on cultivait un humanisme ici, le nègre était dégradé de son statut d'humain. Donc il y a un visage diurne et un visage nocturne. Et que les deux vont ensemble. Et que cet humanisme-là, on ne peut pas le lire juste d'un seul point de vue. Son côté radieux, lumineux, c'est des lumières qui se sont levées dans une certaine région et qui ont projeté des ombres ailleurs. Ça je pense qu'il faut le dire pour être juste. Mais ce désir-là fonctionne et perdure. Parce que, qu'est-ce qui l'entretient? Une réussite économique, donc c'est un fait. Des espaces sociétaux apaisés. Je veux dire, on a beau critiquer les formes de démocratie occidentale, qu'elles ont été vampirisées par le marché, que les citoyens sont manipulés, que l'offre politique n'est pas ce qu'il faut. Il y a quand même une paix sociale, donc une paix sociale, il y a des ordres sociaux qui fonctionnent, il y a une redistribution du pouvoir qui n'est pas violente, dans le sens où les gens ne font pas des guerres après. Donc pour se transmettre le pouvoir, il y a un certain nombre d'acquis clairs et nets qu'il faut reconnaître, je veux dire, qu'il faut reconnaître, et qui sont attractifs pour des espaces où ces acquis-là n'existent pas, où les besoins de base ne sont pas pourvus, où la dévolution du pouvoir est violente, etc. Et puis, voilà, donc il y a un attrait légitime, entre guillemets, qui existe. Au-delà de ça, dans l'espace de l'imaginaire et dans l'espace de la redistribution symbolique, c'est là-bas où ils ont fait un grand travail. Je veux dire, la littérature, les lettres, le cinéma, toute l'image que l'on a de soi, je veux dire, tout l'espace de projection de soi et toute son image dans le miroir que l'on reflète dans le monde, montre ses beautés et ne montre pas ses hideurs. Lorsque vous avez une image de la ville de lumière, Paris, on ne vous montre pas les clodos dans le métro, on ne vous montre pas les zones glauques et sombres. Si vous n'êtes jamais venu dans ce pays, l'image que vous en avez, c'est le côté clinquant et clair, c'est le côté glamour, c'est tout ce que vous voulez. Ça, c'est un travail de l'industrie cinématographique, c'est un travail de toutes les formes d'expression de soi, de l'imaginaire, et là-dessus, c'est un attracteur. Je veux dire, lorsque vous rêvez de l'Amérique et que vous avez 15 ans, 16 ans, c'est une certaine image de l'Amérique qui vous attire, je veux dire, alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Et là-dessus, et puis, cette industrie-là qui a une puissance de sidération qui est très très forte et qui est absolument importante, et qui a une puissance d'inscription dans les imaginaires, a fait son travail et elle a fait à plein régime. Mais en même temps qu'il faisait ce travail, et c'est ça qui est intéressant, s'il s'agissait juste de se montrer soi sous son meilleur jour, ok, il n'y a pas de problème. Mais en même temps qu'il faisait ce travail, l'entreprise coloniale, le discours de la mission civilisatrice, a amené à montrer les autres de manière négative, de manière handicapée, à passer
son temps à dénigrer leur système de production de sens et de signification. Parce que le fait que colonial, pour qu'il s'installe là dans la durée, ce n'est pas juste le processus de domination économique, militaire et politique. Il faut que les élites qui sont sur place soient convaincus que le modèle de civilisation qu'on leur propose est préférable que le leur. Il faut qu'ils soient convaincus que les systèmes de production de sens et de signification qu'on leur propose sont préférables. Donc on a une entreprise systématique de dénigrement de toutes ces productions symboliques pour asseoir dans les cœurs et dans les âmes un sentiment de supériorité et un désir d'être comme. Et donc un désir d'être comme et amener ces sociétés à être moins. Parce que à vouloir être comme, et donc finalement elles ont été moins que ce qu'elles devaient être. Et ce travail-là, dans les espaces symboliques, a plus ou moins fonctionné. C'est ce qui va faire effectivement quand une jeunesse qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de perspective dans son environnement, décide de se prendre en main, elle peut être tentée par l'Eldorado européen, parce que les images que l'Eldorado européen lui renvoie, c'est un espace dans lequel on peut se réaliser, c'est un espace dans lequel on peut donc, devenir pleinement, qu'on peut trouver un job, qu'on peut faire, etc., qu'on peut être libre, etc. Donc oui, donc ça fonctionne. Et même si, dans son espace, il y a des potentialités, mais si son espace est symboliquement dénigré, on peut être convaincu que fondamentalement, il n'y a rien à faire ici, alors qu'il y a des choses à faire. Mais tout le discours sur la défaite, sur le déficit, sur le manque, sur le handicap, sur la fatalité, sur l'obscurité, ben, progressivement, on l'intègre. Progressivement, on l'intègre et de manière inconsciente. Et l'exemple que j'aurais, c'est certains Africains de la diaspora, je me mets dans le lot. C'est-à-dire que vous vivez dans un pays jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui, je me mets dans cette catégorie. Je suis arrivé dans ce pays entre 20 et 32, 33 ans pour faire mes études à l'université. Donc j'avais vécu 20 ans au Sénégal, donc je connaissais le pays. Et au moment où vous prenez la décision de retourner chez vous, ben, il y a un certain nombre d'appréhensions, et vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de catégories handicapantes projetées sur l'espace d'où vous venez, que vous connaissez. Ben, elles ont infusé et qu'elles vous ont atteintes. Vous-même, vous commencez à avoir des peurs irrationnelles, et comment je vais faire, si je suis malade, est-ce que je vais réussir à me sauver. Alors que ben, vous avez vécu dans ce lieu-là jusqu'à l'âge de 20 ans, et ça fait à peine 10 ans que vous êtes là, quoi. Et vous avez le sentiment que vous n'allez pas vous réinsérer, que les piqûres de moustiques vont avoir raison de vous, que les pandémies... Non mais c'est vrai, et vous vous rendez compte que vous-même, qui avez des éléments d'une complexité, ça ne veut pas dire que ces difficultés n'existent pas, mais que vous-même, les images qui passent en boucle, inconsciemment vous ont atteinte et ont infiltré votre vision de l'espace qui est le vôtre. Alors si vous êtes corruptible à ce processus, imaginez les autres. Donc c'est pour ça que les deux sont à tenir ensemble. C'est-à-dire que le branding de soi, nous sommes les meilleurs, nous sommes le centre du monde, nous sommes les lumières, nous avons toute la lumière du monde, ok, ça on le fait, mais les autres aussi sont les peuplades reculés, arriérés. Bon, les termes changent. Hein. Lorsqu'on est au XXIe siècle, on n'utilise pas ces termes parce qu'ils sont devenus politiquement incorrects. On dit sous-développé, on voit le développement, on trouve des termes qui sont toujours dans l'imaginaire de la mission civilisatrice et dans l'imaginaire de la comparaison des nations. Je dirais, on a toute une terminologie qui est euphémisée, mais qui fondamentalement passe son temps à comparer, passe son temps à envoyer le message que nous sommes le benchmark et il faut nous ressembler. Et si vous voulez accéder à votre pleine humanité, vous vous réaliserez qu'en faisant comme nous. Et c'est là où on a un travail, où tous les artistes, les intellectuels ont un travail symbolique fondamental à faire, c'est non seulement de déconstruire de ces images-là, mais de produire d'autres récits, mais c'est de produire d'autres espaces symboliques qui font que la beauté du quotidien, la dignité du quotidien, toutes les choses importantes, fondamentales qui sont issues dans ces espaces-là, qu'elles puissent être mises en lumière, qu'elles puissent servir d'espace de production de sens et de signification, et que les gens puissent réarticuler leur image dans le miroir, et qu'ils puissent reconstruire des infrastructures psychiques et guérir de blessures narcissiques qu'on leur a infligées en déjà à un moment de l'histoire en les ayant transformés en objets, mais en ayant produit tout un discours sur eux qui les infériorise et qui les catégorise et une repossession de sa pleine humanité, quoi. Donc le travail de Césaire, quand il dit dans Le Cahier au pays natal, nul peuple a le monopole de la beauté, de l'intelligence, etc., c'est ce travail-là, lorsqu'il dit toute étoile chute du ciel à notre commandement seul, il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, mais l'œuvre de l'homme vient seulement de débuter. Ça relève de cette ambition-là.
Absolument. Et alors, je voudrais lire un petit extrait du texte que vous avez écrit, parce que je pense qu'il y a la question de l'Afrique, et il y a la question je ne sais pas comment le dire, mais de la figure du corps et de la figure de l'Africain noir. Vous avez écrit un texte avec Achille Mbembe qui est un texte très puissant au moment où il y a eu les images de l'esclavage en Libye, où donc ces images absolument immondes de jeunes noirs vendus aux enchères pour 400 $ et réduits en esclavage. Et vous avez écrit un texte qui était très très puissant pour montrer de quelle manière est-ce qu'au fond il y a toute une espèce de configuration qui, à la fois dans les pays africains, dans les pays arabes, dans les pays européens, s'agglutine pour produire le corps noir, le corps de l'homme noir, comme corps qu'on peut meurtrir. Et alors je vais lire ces 10 lignes, si vous me permettez. Vous dites les corps de ces jeunes Africains noirs sont volables, corvéables, aliénables. Le sujet africain de peau noire, le migrant, est devenu, en ce XXIe siècle, comme l'indiquait Césaire, cet homme famine, cet homme insulte, cet homme torture. On peut à n'importe quel moment le saisir, le rouer de coups, le tuer sans avoir de compte à rendre, sans avoir d'excuses à présenter à personne. C'est à cette réalité effroyable que nous devons faire face. On peut revenir sur les raisons d'une telle situation, même si elles ne suffiront jamais à nous dire comment nous en sommes rendus là. Elles sont multiples, elles s'imbriquent. Au début du conflit libyen déjà, des Africains sont pourchassés, mis en cage et pogromés. En Mauritanie, l'esclavage héréditaire des Noirs perdure. Au Maroc, des migrants sont enfermés dans des centres de rétention financés par l'Union européenne, dans des conditions inhumaines et parfois jetés et abandonnés dans le désert. En Algérie, des ratonnades sont organisées et des subsahariens sont expulsés sous les prétextes les plus racistes, entre parenthèses, ils propageraient le sida. En Tunisie, des étudiants sont victimes d'actes racistes, et tout ceci sans aucune réaction audible de la part des États. Ce silence assourdissant et cette aptitude à la non-réaction s'étendent à toutes les formes de racisme infligées aux non-noirs de par le monde. Lynchage en Inde et en Russie, comparaison d'Africains à des animaux dans un musée en Chine, meurtre d'Africains américains aux États-Unis, et vous concluez comme ça, il n'est presque point d'endroit sûr pour un Africain noir sur cette terre. C'est moi ça. Et alors ça c'est... Enfin, je veux dire, c'est... Est-ce que vous pensez que c'est ça la situation ontologique de l'Africain noir, l'insécurité? Alors, il y a deux difficultés. Il y a celle de ne pas tomber dans une image victimaire de soi, qu'il faut éviter. Et d'ailleurs, on n'a même pas intérêt nous-mêmes à nous enfermer dans cette image-là, pour même des raisons symboliques et des raisons d'humanité, tout simplement. Et il y a le constat objectif d'une réalité. Il y a 2-3 jours, un Sénégalais a été tué en Italie, acte de crime raciste. L'année dernière, il y a 2 ans, à Venise, un jeune Gambien était en train de se noyer. Et les gens rigolaient, le prenaient en photo, lui disaient noie-toi, l'insultaient. Le jeune Patrice Sabali. Et ces exemples, on les a à profusion. Et quand ils arrivent, ça ne soulève pas la même indignation que ça soulèverait si, je ne sais pas moi, voilà, si quelqu'un du Grand Nord était victime de cette ignominie-là. Ça, c'est un fait. C'est un fait, qu'on le veuille ou pas. C'est une situation qui fait que la responsabilité, elle est bien sûr multiple, complexe et partagée. Je veux dire, les pays ont la responsabilité de préserver la sécurité de leurs ressortissants et d'envoyer le signal que leur vie valent autant que les autres vies. Quoi. Je veux dire, quand des situations comme ça se déroulent et qu'il n'y a pas de réaction de nos ambassades, de nos États, donc fortes pour remplir leur mission de sécurité, elles laissent libre cours à l'idée que ces vies-là, elles valent moins que les autres, quoi, et qu'on peut, qu'on peut se laisser aller, et qu'il y aura moins de conséquences. Je me rappelle, l'armée israélienne déclenche une opération pour aller chercher un soldat, un individu. Non, c'est important. Le message symbolique qu'elle envoie, en disant oui, on va aller chercher un individu, et que la vie de cet individu, elle vaut la peine, et que le contrat de sécurité que nous avons avec nos ressortissants, nous le remplissons. On n'en est pas encore là. Alors, ça c'est une situation, lorsqu'on analyse les racines de ce fait, bien sûr, il y a des éléments de géopolitique simples, il y a des rapports de force et de puissance, qui fait que lorsque vous êtes dans une situation où l'asymétrie est en revanche défaveur, militairement, politiquement, économiquement, dans l'échelle de l'humanité qui n'est pas encore une humanité une où toutes les vies se valent. Je me rappelle lors de l'attentat de Lockerbie, c'était très intéressant.
qu'on avait attribué à Kadhafi, et je pense même qu'il était derrière. Quand il a fallu indemniser les victimes africaines, elles valaient moins en indemnisation que les victimes américaines et européennes. Alors que tous ces individus se sont retrouvés dans un avion et sont tous morts. Mais quand il fallait attribuer, lorsqu'il fallait compenser, elles ont été moins compensées, même à ce niveau-là. Donc on est dans cette situation-là. On peut analyser le rapport de force politique, symbolique, sécuritaire, militaire et économique, et aussi dans l'espace de l'imaginaire. Et là aussi, j'y vais avec beaucoup de prudence, parce que le continent a été l'objet de traites, les traites transsahariennes, la traite transatlantique, qui s'est faite à grande échelle. Il y a eu des complicités internes, on ne peut pas le nier, mais en indiquant qu'il y a eu des complicités internes, ce n'est pas aussi dédouaner l'entreprise, c'est ça la difficulté. Il y a eu des élites politiques qui ont eu intérêt donc d'y participer, des élites économiques du continent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'imaginaire, dans un imaginaire qui est ancien et vieux, l'autre fois j'étais dans un musée à Nantes, c'est très intéressant, et la conservatrice de ce musée qui a une salle sur la traite transatlantique me dit que quand elle demande à des gamins de 5 ans, dans une peinture avec une dame blanche, un jeune noir, qui est l'esclave, tout le monde désigne l'enfant noir. Et puis après, elle s'est posé la question de savoir pourquoi automatiquement les enfants désignaient l'enfant noir comme esclave alors qu'il n'y avait rien dans la symbolique du tableau, il n'était pas enchaîné, il n'était pas vêtu différemment, qui indique que c'était lui l'esclave. Mais ça veut dire qu'il y a une représentation qui s'enracine dans un imaginaire qui est très profond, de gens dont l'humanité a été niée à un moment donné et qui, dans l'espace des représentations, un peu plus naturellement que les autres, occupent cet espace-là. Dans l'espace du langage, il y a des pays dans lesquels, pour désigner le noir, le terme pour le désigner, c'est le terme esclave. Et c'est la terminologie, exactement. Donc je pense que la question est complexe, et ce qu'elle m'amène comme réflexion, c'est qu'il y a énormément de travail à faire. Pour moi, le travail sur les aspects symboliques sont absolument fondamentaux. Nos États, nos gouvernements doivent faire un travail qui consiste à envoyer le message symbolique que nos vies valent les mêmes que les autres. Quand il y a eu ce mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, certains se sont levés en disant All Lives Matter. Mais bien évidemment que toutes les vies valent. Et si toutes les vies valaient, on n'aurait pas besoin de créer un mouvement pour dire les vies des Noirs valent. C'est ça la vérité, voilà. Donc il y a une situation quand même historique qui est là et qu'il ne faut pas nier. Donc bien évidemment, et ce travail-là, je pense que nos États doivent le faire de tout. Ils ont une panoplie d'instruments pour envoyer le message et préserver la sécurité de leurs ressortissants et de réagir avec vigueur quand celle-ci est mise en danger. Mais nous sommes encore dans un temps où je pense que vous et moi, vous avez peut-être vous avez plus de sécurité symbolique que moi. Donc c'est la vérité. Justement, dans cette question des vies qui ne valent pas, il y a quelque chose qui me semble un enjeu très très important, qui est la question de la démographie. Moi j'ai été très frappé parce que on peut parler quand même aussi du futur de l'Afrique, et de fait, l'une des statistiques importantes, c'est de dire que la dynamique démographique, elle est du côté de l'Afrique, avec une population très très jeune, et avec le fait qu'en 2050, je crois, une personne sur 4 dans le monde vivra en Afrique. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une forme de processus à l'œuvre en ce moment, qui est un basculement du centre de gravité du monde, qui va se retrouver en Afrique comme étant le lieu où, avec la jeunesse, où les choses vont se passer. Et je me suis souvenu, moi, vous citez aussi une chose très importante dans votre livre, qui est le fait que la traite, l'esclavage, a eu pour fonction, enfin pour effet aussi, un prélèvement démographique très puissant. Et vous dites qu'en 1850, par exemple, les économistes estiment qu'il manquait 50 millions d'Africains à cause de ça. Il y a eu 50 millions d'Africains qui ne sont pas nés ou qui sont morts à cause de la traite. Et ça m'a fait dire quelque chose. Je me suis dit, qu'est-ce que dit le discours contemporain qui lie donc ce que les économistes ou les hommes politiques coloniaux appellent le développement, avec le fait de réduire la démographie en Afrique. Et même Macron l'a fait. Enfin, pas Macron, évidemment Macron l'a fait aussi, puisque quand il allait faire son discours, il a dit qu'il faudrait que les femmes africaines arrêtent d'avoir 8 enfants. Hein, ouais, il a dit ça. Mais je me suis dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une espèce de volonté
d'en lier l'espèce d'injonction au développement de l'Afrique, le contrôle de sa démographie, de reproduire cette espèce de hantise qu'il y a trop de Noirs, qu'il y a trop d'hommes africains, et une espèce de toujours vouloir réduire le nombre d'Africains sur Terre. Vous voyez ? Je ne crois pas. Lorsqu'il y a eu la pandémie du sida, certaines thèses complotistes ont dit que c'est un virus qui a été créé dans un laboratoire aux États-Unis pour réduire le nombre d'Africains. Je n'y crois pas. C'était pas ça que je disais. Non, mais je sais. Je prends l'exemple extrême. Mais la question démographique, elle est très intéressante de plusieurs points de vue. Effectivement, le continent africain au XVIIIe siècle, avant la traite, avant l'apogée de la traite, équivaut à peu près 20% de la population mondiale. À la fin de la traite, elle tombe entre 9 et 10%. Et au même moment, la Chine est à 20% et l'Europe occidentale est à 20%. La démographie indique le sens des choses, donc elle est très intéressante à observer. Et le continent met plusieurs siècles à retrouver sa dynamique démographique d'avant la traite. Et ce n'est qu'à partir de 1950 que le continent décuple sa natalité. Là, on est à peu près à 1 milliard, et les projections font du continent 2 milliards et demi dans 35 ans. En 2100, c'est important, 40% de la population du globe, pendant que l'Europe occidentale, 4% de la population du globe. Deuxième élément important, lorsqu'on regarde la pyramide des âges, la proportion d'individus âgés entre 15 et 45 ans la plus importante sera africaine. Ça veut dire que la force vive du monde sera africaine. Ça change fondamentalement la donne. Bien sûr, il y a des enjeux d'éducation, de capital humain, pour que cette force vive devienne une force productive, mais ça change totalement la configuration et ça fait basculer le centre de gravité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les démographes qui le disent, c'est les statisticiens qui le disent, et tous les statisticiens sont unanimes là-dessus. Et dans tous les projets que les gens ont sur l'Afrique, sur les 25 années à venir, quand les capitalistes veulent y venir, c'est parce qu'ils considèrent qu'il y aura une classe moyenne de 500 millions d'habitants, de 600 millions, presque d'1 milliard, à qui ils pourront vendre leurs produits, et ils pourront reproduire le jeu qu'ils n'arrivent plus à jouer en Europe occidentale et en Chine, puisque les taux de croissance sont plafonnés, donc désormais, et qu'il y a un espace là-bas qui est vierge, où il y a de l'espace, où il y a des ressources, où il y a de la jeunesse, où il y aura des consommateurs, et où on pourra reproduire le jeu. Donc tout le discours sur l'Africa Rising a aussi ça comme soubassement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tantôt, entre les deux guerres mondiales, on a encouragé des politiques pronatalistes sur le continent. L'Empire colonial a encouragé des politiques pronatalistes pour avoir de la chair à canon. Et le ventre des femmes africaines était un outil reproducteur de futurs soldats. Là, on a encouragé la natalité, puisqu'il y avait un gouvernement des corps et on avait besoin de ces corps-là. Comment on a le sentiment que soit ces corps vont nous envahir, ça c'est Stephen Smith, l'Afrique va submerger l'Europe, son dernier bouquin, et que l'Europe va s'africaniser, donc les gens doivent avoir peur, ou toutes les thèses du remplacement. Ou quand on a probablement le sentiment qu'on ne sera plus dans la position centrale, qu'il y a un basculement fondamental qui se joue, et que cette station que nous occupons, qui fait que nous sommes le soleil, le centre, qu'à partir de nous, tout doit bouger. On a un discours qui est idéologiquement marqué, pour dire non, attention là, contrôlez-vous là, pas trop là. Il ne faut pas trop déborder, pas trop de profusion, avec des arguments qui sont absolument fallacieux, parce qu'il y a des thèses qui sont controversées sur ce qu'on appelle le dividende démographique. Elles se sont vérifiées dans certains endroits, elles ne se sont pas vérifiées dans d'autres. Dans certains endroits, les dynamiques démographiques ont porté le progrès. Je cherche et je continue à poser la question aux gens de me montrer un endroit du monde où fondamentalement le problème fondamental a été la démographie. Je n'ai pas encore trouvé dans l'histoire des sociétés où une société s'est effondrée du fait d'un trop plein de démographie. Je cherche, mais je ne l'ai pas trouvé. Et j'attends qu'on me donne l'exemple. Je suis prêt à l'accepter, mais je ne l'ai pas encore vu. Donc fondamentalement, ce n'est pas ça le problème. Et puis, ce n'est pas une causalité linéaire. C'est-à-dire que ce n'est pas la démographie qui va causer cela, c'est une causalité circulaire. Donc on a des schémas simplificateurs qui ne disent pas le réel dans sa réalité, mais qui ont au fond des soubassements idéologiques. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement Emmanuel Macron dit en France et tout, mais il dit l'Afrique a un problème civilisationnel. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas compris, en fait. Ces gens-là n'ont pas compris fondamentalement ce qui fait le progrès des sociétés, le rapport, etc. Alors que le continent est sous-peuplé aujourd'hui.
qu'il a une telle étendue que la densité, il a l'une des densités les plus faibles au monde. Le continent aujourd'hui peut accueillir l'Europe occidentale, les États-Unis, l'Afrique, un certain nombre de pays, et il ne sera pas encore rempli. Et la projection de Mercator des cartes que l'on voit est fausse. Elle sous-estime la taille réelle du continent. Celle qui est c'est la projection de Jupiter. Si vous allez voir sur Internet, vous allez avoir une image différente de la taille réelle du continent. Mais ça, c'est un projet qui date aussi du 19e siècle. Lui, sur la cartographie, pour se représenter plus grand que l'on est et représenter les autres moins grands qu'ils ne le sont. Et tout ça, c'est un travail sur les imaginaires. Alors, sur la question démographique, je n'ai pas de réponse tranchée. Je sais que c'est un débat et qu'il y a plusieurs théories qui s'affrontent. Il n'y a pas de vérité absolue à ériger en dogme. C'est ça la vérité, c'est ça que je comprends pas. Bien sûr, une population plus importante, lorsque les ressources sont limitées, pose des problèmes qu'il faut résoudre. Bien sûr, il y a des enjeux de capital humain, il faut investir dans l'éducation, dans la santé. Bien sûr, il y a des enjeux de ressources qui se posent. Mais c'est des problématiques qui sont complexes, que les gens essaient de gérer. Et si on pense que le monde est un espace que nous devons habiter, les ressources ne sont pas limitées à un espace. Si je pense qu'au Niger, il y a trop d'enfants, ben pourquoi je ne considère pas que le Niger doit être dans l'Ube et Moa, et que la question, ce n'est pas les frontières du Niger, la question, c'est la région. Et si la région a des ressources, ben, s'il y a trop de population, si elle se déplace, elle va aller bénéficier des ressources qui sont ailleurs. Donc tout est dans la cartographie mentale des lieux. Si j'estime que l'espace des ressources est un espace disponible pour un grand nombre, ben, j'ai une autre lecture de la pression démographique sur un type de ressources. Puisque ben, si on a une vision intégrative, ben, le Zambèze, le Congo, tous ces grands fleuves-là, le Nil, peuvent produire assez d'électricité pour tout le continent. Les terres arables qui sont fertiles dans la vallée du Nil ou dans des régions du continent peuvent nourrir tout le reste, etc. Donc c'est une question d'échelle. À quelle échelle on réfléchit? Si je sors de l'échelle du continent et que je prends l'échelle du monde, ça c'est mon utopie, ben, la question elle est réglée. On est dans un monde qui produit assez de nourriture pour nourrir tout le monde et qui ne nourrit pas tout le monde. Et ce que Amartya Sen a montré, le prix Nobel pour l'économie de 1998, c'est que les épisodes de famine en Inde étaient concomitants avec des épisodes de surproduction. Il y avait de la nourriture, mais les marchés, les intermédiaires, les mécanismes ne fonctionnaient pas, qui faisaient qu'il y avait de la nourriture et les gens n'y avaient pas accès. Et donc la question, si on la pose dans cette échelle-là, cette question de démographique-là, elle tombe d'elle-même. Mais ce que je trouve, moi, beaucoup plus intéressant, c'est que dans la question démographique, il y a la question de la figure de l'autre. Je veux dire, à la rigueur, qui est plus de Chinois, plus d'Africains, moins d'Indiens, moins de Russes, ça ne change rien. Nous sommes tous des êtres humains, en fait. Fondamentalement. C'est juste la question de la population de l'humanité. Mais si l'identité que j'ai, elle est inscrite dans une radicale altérité, je suis un Européen, je ne suis pas un Africain. Non. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir est-ce que la dynamique démographique de l'humanité est une dynamique saine, bonne. Pas celle de savoir est-ce qu'il y aura 5 Africains et 2 Français. Fondamentalement, c'est la manière dont je me représente, mon identité. Qu'est-ce qui prime dedans? Et voilà. En fait, des pages et l'un des manifestes très importants dans Habiter le Monde, puisque au fond, ce que vous essayez de dire, c'est que la question politique, c'est la question, pas tellement de l'organisation de la communauté, c'est la question de la redéfinition de ce qu'on appelle la communauté dans laquelle on vit, dans laquelle on pourrait même inclure les non-vivants, la nature, les ancêtres, et qu'au fond, c'est beaucoup plus une pensée de qui on inclut dans ce qu'on appelle la communauté qui est en jeu que d'organiser une communauté prédonnée par des frontières. Alors, j'aimerais vous poser une question qui est importante pour moi et qui est difficile peut-être aussi, qui est que l'un des phénomènes, quand on parle de la question de la décolonisation de l'Afrique, de la décolonialité, etc., et d'essayer d'ancrer, si on veut, une forme comment dire, enfin de débarrasser l'Afrique d'une forme d'idiomes coloniaux, etc. Enfin, je vais poser ma question directement, disons. C'est vrai que la société africaine, dans un certain nombre de pays ces derniers temps, il y a eu beaucoup de discours de la reprise d'une forme de tradition africaine contre des invasions coloniales et occidentales qui ont notamment pris la forme de persécutions d'homosexuels, qui ont été quand même des phénomènes très très graves en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal. Je ne sais plus dans quel pays la peine de mort a été rétablie, etc. Et c'est vrai qu'on trouve aussi
le développement d'un certain type de discours, même parfois chez des gens qui se pensent comme de gauche en France, hein, d'une forme de nécessité de retrouver une forme de sociabilité ou de mode de vie qui serait préexistant à des formes de coloniales et qu'on reproduit des formes de persécution de minorités sexuelles. Et qui, moi, me semble un problème évidemment honteux. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous vous situez, enfin, j'imagine que vous vous situez quand même pas du côté de la persécution, évidemment, mais donc comment est-ce qu'on peut produire une forme de critique de la... enfin, de retrouver ce que vous appelez un enracinement dans les formes, les métaphores du futur africain, vous le dites comme ça dans les... je vais lire la phrase parce que c'est important, enfin, vous comprenez ma question, quoi, mais... vous comprenez ma question. C'est... Je vais vous dire la question. Comment est-ce qu'on peut trouver un discours qui ne va pas reproduire au nom de la tradition des formes de persécution? La phrase que je veux lire en réponse, c'est « Il faut également repenser le rôle de ces cultures ». Donc je parle du continent africain. Les cultures comme recherche des fins, des raisons de vivre, des buts et des finalités, du sens choisi de l'aventure humaine. Pour cela, entreprendre une critique radicale de ce qui, dans ces cultures, réduit l'humanité, l'entrave, la limite, l'avilit. Donc, de mon point de vue, au nom du culturalisme, on ne peut pas promouvoir des valeurs qui réduisent, qui avilissent l'humanité. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée du retour, parce que la question du retour est problématique. C'est comme si on renversait la roue du temps, qu'on remontait l'histoire à l'envers, qu'il y avait un âge d'or et un âge mythique qu'il fallait retrouver. Et lorsque vous dites que les sociétés doivent être dans la plénitude de leur être, la critique très facile et des fois injuste et vicieuse, c'est de dire oui, non, mais vous voulez retourner vers une sorte d'essentialisme, alors que non. Alors que fondamentalement, les cultures, on sait qu'elles sont hybrides, que les groupes humains ont échangé depuis la nuit des temps, et qu'à un moment donné, un groupe revendique une occurrence, une production culturelle, et si on en fait l'archéologie, on se rend compte que même cette toute production, elle est le résultat d'une rencontre et d'un échange. Après, c'est juste des processus d'identification. À un moment donné, on le stabilise et on le revendique. Et puis, on a le droit de le revendiquer. Même si c'est le produit d'une synthèse, si j'opère ma synthèse, j'ai le droit de revendiquer le résultat de ma synthèse. Donc, la question de l'essentialisme, au fond, si on la creuse, toutes les cultures sont fondamentalement hybrides. Elles ne le sont pas après. Elles le sont fondamentalement. Et les civilisations qui ont été les plus brillantes, c'est celles qui ont su accueillir, intégrer les mondes complémentaires qui s'offrent à elles. Lorsque vous regardez la civilisation arabo-musulmane, elle a été à son apogée quand elle a intégré les apports de la Grèce, de la Perse, du monde arabo-musulman et qu'elle a su les faire dialoguer. Et quand elle s'est refermée, c'est là où elle a vu son entropie et qu'elle a dégénéré. L'Occident est une synthèse. Je veux dire, ce qui a fait le réel monde de l'Occident, c'est qu'il a su à un moment donné être creusé de tout ce que le monde a apporté. Des fois de gré, des fois de force. Mais elle a su opérer la synthèse d'éléments divers que après elle a revendiqué comme étant sa production, mais ce n'est pas sa production, je veux dire. Donc, et de ce point de vue-là, nous sommes coproducteurs de l'Occident. L'Atlantique noire est coproducteur de l'Occident et nous sommes coproducteurs de la modernité occidentale avec d'autres. Donc nous y sommes. Donc du coup, si on examine bien le discours culturaliste, il ne tient pas en fait. Ce n'est pas ça la question fondamentale. La question, ce n'est pas de dire il y a un âge d'or mythifié dans lequel il faut revenir, mais la question est de reconnaître que des formations sociales dans le temps ont trouvé des solutions à leurs problèmes, ont répondu à leurs défis, ont accumulé du capital culturel, du capital cognitif, ont pu rendre la vie durable et plus pérenne, ont pu tisser du lien social, retisser, et ont transmis quelque chose qui a fait que la société a perduré. Et ces cultures ont su être des forces d'adaptation au changement. Parce qu'il fallait les faire évoluer pour faire face à de nouvelles problématiques. Il y a eu la possibilité de le faire. Et dans toute la topographie du discours sociétal, on retrouve cela. Et ces éléments, on ne va pas les jeter en disant ça ne sert plus à rien, alors qu'elles ont actionné les sociétés, elles leur ont permis et qu'elles sont là. Et qu'elles apportent des réponses. Il y a beaucoup de problématiques qui se posent chez nous. Nous avons les réponses. À condition que nous acceptions de regarder
Ce que nos sociétés ont produit comme réponse et que nous les affinions, c'est le fait de toujours tourner le regard vers l'extérieur et de considérer qu'il n'y a pas de réponse ici, alors qu'il y en a. Mais les sociétés sont intelligentes. Elles articulent leurs réponses, lorsqu'elles doivent emprunter, elles empruntent. Elles n'ont aucun problème avec le fait d'emprunter. Toutes les innovations agricoles se sont faites sur un axe est-ouest. Les agriculteurs qui étaient sur la même altitude et qui avaient les mêmes terres se sont auto-empruntés des techniques depuis le néolithique. Les gens ne sont pas là pour dire oui, non, c'est l'autre qui a inventé, je ne l'applique pas. Donc ce qui l'intéresse, c'est est-ce que ça accroît ma production agricole ou pas. Et donc ça a été de ça. Le manioc, le maïs, ce ne sont pas des légumineuses du continent. On les a importées des Amériques et c'était beaucoup plus résistantes que les légumineuses qui étaient là, qui avaient moins de vitamines, qui étaient moins efficaces. Et les paysans africains les ont adoptées parce que ça fonctionnait mieux et que ça nourrissait mieux, etc., etc. Donc ce processus-là, c'est un processus qui existe, sauf que la manière dont nous le décrivons, nous sommes toujours en deçà de la réalité. C'est nos catégories qui essentialisent les groupes sociaux. Mais les groupes sont dans une plus grande fluidité et sont dans une plus grande hybridité culturelle que ce que nous en disons. Et si nous sommes en dehors de l'idéologie. Alors c'est ça la ligne qui est un peu délicate. Je suis héritier d'une culture dans laquelle je sais dans mon inscription corporelle, je sais dans ma mémoire, y compris dans la mémoire qui est à mon insu, que je suis héritier d'un certain nombre de mécanismes sociétaux, d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre de réalités qui m'ont construite et qui ont été bénéfiques à ma vie et à ma marche. Et je suis dans un ordre du discours qui me dit que tout ça là, ça vaut rien en fait. Que ça vaut absolument rien. Que la seule chose qui vaille, c'est ce qui est ailleurs. Non. Alors que je n'en fais pas l'expérience dans ma vie individuelle, je n'en fais pas l'expérience dans la vie de ma famille, dans la vie de ma communauté, de mon pays, de mon village. Alors que je sais que c'est faux, je le vois, j'en fais l'expérience. Et je sais qu'ici, il y a de la dignité du quotidien, il y a de l'intelligence du quotidien, il y a de l'intelligence sociétale, il y a de raffinement, il y a de la beauté, il y a une compréhension profonde de la vie, il y a une expérience en relief, il y a de la profondeur existentielle, il y a une grande finesse du lien, il y a une grande finesse de la qualité relationnelle, il y a une intelligence du lien. Les familles africaines élargies, intégratives, ont été très intelligentes. Les formes de parenté que ces sociétés ont créées sont les formes les plus complexes qui existent. Les anthropologues le disent. Et tout ce patrimoine-là, on veut que je le jette par-dessus bord, parce qu'il y a une sorte de complexe culturel qui veut que les seules valeurs qui veillent soient celles qui sont issues d'une petite région du monde qui fait moins de 20% de la population de l'humanité. Donc elle aurait été la seule à avoir trouvé des réponses intelligentes pour le monde, et les autres, les 80% restants, n'ont rien apporté, n'ont rien à dire au monde. Non. C'est ça le truc. Et au-delà de l'archive africaine, c'est pour ça que j'ai écrit Habiter le monde. Ce qui m'intéresse maintenant, ce n'est pas tant même l'archive africaine pour moi c'est une évidence que c'est une archive intéressante, riche et dense. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire que notre être au monde pose des défis tellement complexes que nous avons besoin de toutes les archives du monde. J'ai besoin de savoir ce que les sociétés amérindiennes, latino-américaines, indiennes, asiatiques, européennes, américaines ont produit comme réponse à des problématiques. Et ces archives-là sont aussi mes archives. Puisque je ne m'inscris pas dans une vision limitative de qui je suis, cet imaginaire-là est mon imaginaire. Et je me l'approprie. Je suis aussi, et c'est ça le sens de mon humanité. C'est-à-dire que c'est des hommes comme vous et moi qui, dans des contextes différents, ont produit des réponses qui sont intéressantes à aller explorer. Et si nous voulons faire face aux défis du monde à venir, nous devons puiser dans un espace d'archives beaucoup plus large que le monde nous offre. L'archive occidentale est une archive, elle est intéressante. Des fois, elle s'épuise sur un certain nombre de questions. Ça fait 5 siècles qu'on lui demande beaucoup de choses. La démocratie, la raison, etc. Maintenant, elle s'épuise un peu, il faut dire la vérité. Et puis, le monde se renouvelle ailleurs, il rejaillit ailleurs. Toutes les cultures du monde ont produit des choses qui sont intéressantes à voir, à condition que nous ayons un imaginaire monde. Et que nous ne soyons pas dans un faux conflit civilisationnel qui, au fond, ne signifie pas grand-chose. Je veux dire, être né de quelque part, c'est une contingence. Ce n'est pas une absolue nécessité. C'est-à-dire que le visage de l'expérience humaine que l'on porte est une contingence. J'aurais pu naître en Asie et j'aurais été un Asiatique. Je ne vois pas le point que ça pose. Alors c'est ça pour moi la question fondamentale. C'est comment nous nous réinscrivons dans un imaginaire monde et comment nous faisons des ressources du monde, nos ressources à tous. Le fait, c'est vrai que quand on hérite de tout le monde. Et
J'avais peut-être une dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'entretien, il est déjà 8h30. J'ai vu hier que vous aviez été chargé par Macron d'une mission sur la question de la restitution des œuvres, des collections qui avaient été pillées par la France pour les restituer aux pays africains. Et bon, moi je pense que c'est vraiment un problème extrêmement puissant et important, la question de la restitution des œuvres. Et je voudrais savoir, ça pose aussi la question un petit peu différemment de la question de la réparation, des problématiques de ne pas penser voilà, qu'il faut réparer les coûts objectifs qui ont été infligés aux sociétés africaines. Et donc je voudrais savoir un peu, vous commencez, vous avez, je ne sais pas, c'est votre mission de réflexion sur ça, mais j'imagine que vous avez déjà une idée. Comment est-ce que vous voyez la problématique de l'art et de la restitution des œuvres d'art dans cette question de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, de la redistribution symbolique de l'Afrique et de retrouver et de repenser la place de l'Afrique dans les imaginaires mondiaux. Voilà, et ce sera la dernière question. Alors, vous êtes le premier à avoir une réponse de moi sur cette question-là, parce que j'ai refusé de répondre depuis hier ou avant-hier à plein de sollicitations sur la raison. Mais je vais répondre sur les raisons, je vais répondre sur les aspects symboliques. En fait, ce qui m'a convaincu d'accepter cette mission et non cette nomination, parce que c'est une distinction qui pour moi est très importante. On dénomme celui qu'on nomme et il faut être dans un rapport d'autorité pour nommer quelqu'un. Ce qui m'a intéressé dans cette mission, c'est que c'était pour moi l'occasion de mettre en pratique la réinvention de la relation que je prône dans un travail théorique. Je pense qu'on doit réinventer la relation avec l'ancienne puissance coloniale. Je pense qu'on ne peut pas être dans un espace de non-relation. Mais on doit la réinventer de manière beaucoup plus juste, de manière beaucoup plus féconde, de manière moins asymétrique et de manière mutuellement respectueuse. Et c'est un travail que nous devons entreprendre des deux côtés. Et que l'idée de dire que nous acceptons, que nous avons pris des œuvres, certaines dans des conditions extrêmement détestables, nous avons pillé, acheté, etc., et que ces œuvres-là, nous les avons installées dans nos musées. Ce sont des œuvres qui font écho, qui font trace, qui ont un pouvoir de germination vis-à-vis des gens qui vont dans les musées, parce que l'action elle est intéressante. Qui regarde qui? Est-ce que c'est nous qui regardons l'œuvre ou est-ce que c'est l'œuvre qui nous regarde depuis plusieurs siècles? Et que quand on regarde ces œuvres-là, là où elles sont présentes, on doit penser qu'elles sont absentes en même temps quelque part. Et qu'il y a cette double réalité-là. Leur présence ici signe leur absence dans les espaces qui les ont produites. Elles font partie d'une mémoire culturelle, elles font partie d'une mémoire symbolique, elles font partie d'une mémoire historique. Et ces peuples-là ont été dépossédés d'une part importante de patrimoine. Dire on restitue, c'est dire implicitement que l'on reconnaît cela. Et que l'on reconnaît que nous jouissons, nous, de manière exclusive, d'un trésor ou d'un patrimoine qui devrait aussi bénéficier, peut-être même premièrement, à ceux qui l'ont produit. Donc pour moi, ça, c'est faire un pas. La question de la réparation est encore beaucoup plus complexe, mais c'est faire un pas dans la relation. Parce que jusqu'à l'année dernière, il y avait une fin de non-recevoir à toutes les demandes qui ont été adressées, y compris par celle du Bénin, en disant que ces œuvres sont intégrées dans le patrimoine français depuis plus d'un siècle, ou dans les meubles de la République, qui sont devenus incessibles, inaliénables, en oubliant d'où est-ce qu'ils viennent et comment est-ce qu'on les a ramenés là. Il y a même eu une théorie vers le 19e siècle, en disant la théorie de l'œuvre d'art libérée, ou du patrimoine libéré. L'œuvre d'art était censée être le symbole de la liberté, il fallait les mettre dans le lieu de la liberté. Et la France était le lieu de la liberté. Donc à partir de là, on pouvait aller prendre les œuvres en Égypte, n'importe où dans le monde, et les amener dans un espace libéré. Ils ont même théorisé le vol et la rapine. En disant voilà. Et il y a eu toute cette théorie pour dire oui, en fait, nous avons le droit d'aller prendre les œuvres, parce que nous sommes le pays de la liberté, et nous libérons les œuvres de l'obscurité des autres. Donc, il m'a semblé que faire le travail, faire le point, faire l'inventaire, réfléchir à comment est-ce qu'elles circulent, comment est-ce qu'on les rend, comment est-ce qu'on les fait circuler, qu'est-ce que ça soulève comme question, était pour moi une manière symbolique forte d'installer la relation, faire un pas dans la reconstruction de la relation. Et c'est ça qui me semble absolument fondamental. Après, il y a toute réflexion à mener, on en est juste au début, donc on va réfléchir, on va travailler. Mais l'idée symbolique qui m'a semblé forte, c'était de me dire, on ne peut pas être dans un discours de réinventer la relation
de la réarticuler et qu'on me propose une concreto, une action qui consiste à penser les conditions de restitution des œuvres, avec toute la dimension symbolique que ça, et que je dise non, finalement, bon, voilà, je ne vais pas y venir parce que je ne sais pas trop, alors que ceux qui ont, en tout cas ceux qui l'ont fait, ont dit qu'ils veulent les rendre, et ils posent des actes dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup, Félix.